Chers amis d'ici et d'ailleurs, parents de la Courneuve, parents sympathisants de l'association Coparenf, bonjour. Le rendez-vous, ça y est, c'est aujourd'hui avec Monsieur Rosenweg, que je ne présente plus, je vais le laisser se présenter tout à l'heure. Mais avant, je tiens à remercier le délégué du préfet qui, par surprise, nous a fait une belle visite pour voir un peu comment Coparenf fait son émission d'aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Rosenberg, je vous laisse vous présenter. J'étais président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant un temps trop long pour certains, mais enfin un temps tout à fait intéressant pour moi. Et puis, on m'a demandé de faire valoir mes droits et de ne plus exercer mes fonctions. Donc, je continue à faire ce que je faisais avant aussi, c'est-à-dire avoir un engagement associatif à travers une grosse association, notamment qui est installée en région parisienne, et qui s'installe d'ailleurs en Seine-Saint-Denis au mois de décembre, c'est dans quelques jours. Donc, effectivement, sur les questions de protection de l'enfance ou d'enfance, j'ai été, avec quelques-uns, vous-même, engagé pour essayer un peu de faire passer quelques messages. Voilà. Merci d'être venu une deuxième fois encore pour nous parler, pour nous donner des informations sur la parentalité et sur la protection de l'enfance. Monsieur Rosenweg, aujourd'hui, je vais dire depuis, surtout à partir de la rentrée scolaire 2023-2024, nous avons entendu beaucoup du mal sur la protection de l'enfance. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Pour le coup, c'est moins du mal qu'on a entendu que des inquiétudes, parce que le mal, les critiques, entre guillemets, faites à la protection de l'enfance, elles sont récurrentes depuis des années. Certaines sont tout à fait fondées, bien sûr. Certaines sont totalement injustes, mais qui aime bien châtie bien. Et puis, dans ce pays, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure par rapport à ceux qui fonctionnent normalement. Mais dans la dernière période, comme vous le dites, non, c'est plutôt un cri d'inquiétude, d'alerte que nous avons été nombreux à lancer, pour l'instant sans être véritablement entendus. Le Conseil national de protection de l'enfance, dont je fais partie, le Conseil national d'adoption et des grands organismes qui animent les équipes qui interviennent sur le terrain, 24 conseils départementaux, environ 11 000 personnes qui ont pétitionné aujourd'hui à notre initiative. Bref, on est un certain nombre à dire. La situation qui a toujours été délicate, là, est devenue très grave. L'aide sociale à l'enfance, ici et ailleurs, n'est plus en situation d'assumer ses missions. Par exemple, il faut 1 an avant qu'une décision prise par un juge pour enfants de Bobigny puisse être mise en œuvre, une décision de protection. Quand le juge vient dire qu'il faut qu'une famille soit suivie, il faudra 1 an avant qu'elle le soit réellement. Les accueils physiques d'enfants, c'est-à-dire pour les situations les plus graves, bien évidemment, sont très très difficilement exercés. Bien sûr, si il y a le feu au lac, une catastrophe, tout le monde va se mobiliser dans l'urgence, mais dans les situations qui sont délicates et qui sont, j'allais dire, classiquement délicates, où un enfant ne peut plus rester à la maison parce qu'il est maltraité dans tous les sens du terme, sans que sa vie soit nécessairement en danger dans l'instant, il va falloir des mois et des mois pour que la mesure soit exécutée. Voilà. Donc la grande question qui est posée à l'heure actuelle, c'est pas tellement le dysfonctionnement de la protection de l'enfance que le fait qu'elle est actuellement, j'allais dire, paralysée. Elles peuvent en faire face à la demande. On a vu une augmentation dans la dernière période. Alors, est-ce que c'est lié au confinement? Est-ce que c'est lié à la crise? Est-ce que c'est lié à d'autres raisons? Pour l'instant, dans ces fiches rien. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le nombre de situations de très jeunes enfants en danger se sont multipliés, amenant le président du conseil départemental, qui ne pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait, à saisir la justice, et à travers le procureur de la République, et le procureur de la République lui-même mobiliser le juge pour enfants, qui effectivement a constaté que ces situations de danger étaient réelles, et demander à l'aide sociale à l'enfance d'accueillir les enfants. Le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens ou pas les moyens de le faire, et quand on le fait par défaut, et non pas au regard du problème posé par l'enfant. Exemple concret, nombre d'enfants qui sont porteurs de handicap se retrouvent pris en charge dans des foyers d'enfance classiques, sans que les professionnels qui soient là soient spécialement formés, compétents pour apporter une prestation au regard du handicap de l'enfant.
Ils ont été préparés à accueillir des enfants qui étaient en conflit avec leurs parents. Ils n'ont pas été préparés à accueillir des enfants qui sont porteurs de handicap et parfois de handicap très très lourds. Voilà, donc c'est tout le système qui est actuellement qui dysfonctionne et qui conduit à des réponses qui ne sont pas adaptées, voire à une absence de réponse. Alors qu'est-ce qui se passe tout naturellement? La nature a horreur du vide. Si vous n'avez pas géré une situation quand il est encore temps de le faire, si vous n'attaquez pas l'abcès quand il est encore possible de le dégonfler, il finit par percer et ça explose. Et donc on voit de plus en plus de jeunes qui sont en très très grande difficulté. On voit aussi des actes de violence de la part de parents, etc., parce qu'en temps utile, on n'a pas su, étayer, soutenir les parents dans l'exercice de leurs responsabilités. Monsieur Rosenweg, pourquoi les parents se refusent de remettre leurs enfants à l'aide sociale à l'enfant? Alors d'abord, il faut toujours se méfier des généralisations. Les parents, c'est pas vrai. Des parents, oui. Sinon, certains parents, oui, je peux dire certains parents. Oui, mais certains et les, c'est pas la même chose. Oui, donc certains parents, effectivement, se retrouvent en difficulté et, ont des réticences, pour ne pas dire ont peur, de solliciter le service public de l'aide sociale à l'enfance. Volontairement, j'utilise des mots qui sont adaptés. C'est un service public, un service au public, parce que ce service a une mauvaise image. Il a encore l'image de l'assistance publique, il a encore l'image de la DAS d'il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire d'une structure arbitraire qui retire les enfants à leur famille et qui ne les rend pas, et qui les voue à l'adoption éventuellement. Enfin bref, l'image de l'aide sociale à l'enfance, c'est celle du 19e siècle, c'est absolument pas celle du 21e siècle, d'un service qui aide les parents, qui les aide financièrement, par des allocations mensuelles, par des secours d'urgence, qui leur proposent un soutien éducatif ou un soutien technique à travers les heures de TISF, de travailleuses familiales, qui ne sont pas des femmes de ménage, entre guillemets, mais des gens qui viennent soulager les parents dans l'exercice de leurs responsabilités ménagères au quotidien pour pouvoir se consacrer mieux à leurs enfants. L'aide sociale à l'enfance, c'est aussi des services qui, à la demande de parents, accompagnent pour les conseiller dans les attitudes à avoir à l'égard de leurs enfants. Alors, on ne voit que l'aspect judiciaire, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance qui intervient sur ordre du juge pour exercer une mesure éducative à la maison, soit pour retirer un enfant, et on ne voit pas l'aide sociale à l'enfance qui est au service des gens et qui, objectivement, leur rend service. Vous voyez un exemple qui est très concret, un chiffre qui est très concret. En 1900, la population française était de 26 millions d'habitants. Il y avait 150 000 enfants qui étaient pupilles de l'État. C'est-à-dire qui étaient non pas retirés, mais enfin qui n'avaient plus de parents pour s'occuper d'eux, et en tout cas qui étaient totalement sous la responsabilité de la puissance publique à l'époque d'État. Aujourd'hui, il y a seulement 3 000 enfants qui sont pupilles de l'État, quand nous avons 68 millions d'habitants. D'autres termes, à travers ces chiffres, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'aide sociale à l'enfance s'est organisée pour intervenir d'une manière la plus légère possible, plutôt à domicile, plutôt que de retirer des enfants. Maintenant, il est de fait que dans la toute dernière période, mais ce n'est pas ça qui modifie l'image de l'aide sociale, parce que les gens ne le savent pas, on n'est que quelques-uns à avoir ces chiffres en tête, mais dans la dernière période, le nombre de retraits d'enfants se multiplie, non pas à l'initiative de l'aide sociale, qui y est pour rien, elle fait qu'exécuter le mandat qui lui est donné par la justice. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, si beaucoup de parents sont encore réservés à l'idée de solliciter l'aide de l'aide sociale à l'enfance, c'est parce qu'ils en ont une mauvaise image, une image qui ne correspond pas à la réalité, mais bon, il faut des décennies et des décennies. Vous savez, quand j'ai commencé comme juge pour enfants, dans les années 80, beaucoup de parents me parlaient encore des maisons de correction, qui n'existaient plus depuis 30 ans. Voilà, donc, et je ne suis pas sûr encore que dans certaines familles de France, on ne parle pas de maisons de correction, alors que le concept a totalement disparu. Monsieur Rosenweg, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir quel est le rôle exact de la protection de l'enfance. Le rôle exact de la protection de l'enfance, c'est d'essayer de mettre, autant que faire se peut, les parents en situation d'exercer leurs responsabilités. Ce n'est pas le remplacer. Je vous ai dit qu'il y avait seulement 3 000 enfants qui étaient pupilles de l'État. Il y a 3 000 enfants qui sont pupilles de l'État, il y en a 370 000 qui sont suivis. 370 000, 3 000. Donc vous voyez bien que dans 340 et quelques mille, et bien plus, les enfants sont soit chez eux, soit accueillis, mais avec des parents dans leur univers. Le rôle de l'aide sociale à l'enfance, c'est d'éviter
que la famille n'explose au point où il faille que l'enfant quitte la maison. Et dans les autres hypothèses, quand l'enfant a dû quitter la maison, soit à la demande des parents, soit à la demande du juge, c'est de faire en sorte qu'il puisse revenir à la maison. Et dans l'immensité des cas, on y arrive. Voilà, donc pour répondre à votre question, le rôle de l'aide sociale, c'est pas de faire à la place d'eux, ce n'est pas de se substituer, ce n'est pas, de chasser les parents, c'est de les étayer, les soutenir, les accompagner pour qu'ils exercent mieux leur autorité parentale. Et globalement, c'est ce que fait l'aide sociale en France de France. Elle le fait même plutôt bien. Alors on souhaiterait qu'elle le fasse mieux, parce qu'on est toujours très, très exigeant. J'ai une question à vous poser, Monsieur Rosenweg. Elle me ressemble un peu, cette question, mais je la pose pour les parents. Monsieur Rosenweg, il fut quelques années, vous m'aviez jugé. Jugé parce que... Ah non, je ne vous ai pas jugé. Vous mon n'étiez pas en comportement correctionnel. parental, je veux dire, je suis passée devant vous en audience, n'est-ce pas, avec mes enfants. À ma grande surprise, vous avez été là. Vous avez répondu à ma souffrance. Vous m'aviez aidé à corriger ma souffrance, cette souffrance que j'exerçais sur mes enfants sans le savoir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres juges, ou bien est-ce que vous en connaissez, qu'on peut orienter, qui peut nous aider à mettre plus de mesures préventives pour mieux réussir notre éducation parentale vis-à-vis de nos enfants? Parce que l'autorité parentale, M. Rosenweg, a pris un grand coup quand même. Les enfants ne nous écoutent plus. Alors, attendez, là il y a plein de choses dans ce que vous dites. Dans ma phrase, tout à fait. Il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, lorsque un juge pour enfants intervient dans une situation familiale, ce n'est pas pour juger les familles. On n'est pas au tribunal correctionnel, on n'est pas en cour d'assises, il n'y a pas de faute. Permettez-moi de vous répondre sur cette ligne. Il y a beaucoup de parents qui pensent qu'ils sont jugés. D'accord, j'entends bien. C'est pas parce qu'ils le pensent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. Elle est ronde. Je suis désolé, on peut penser plein de choses. On a le droit de penser plein de choses. Et moi, vous me posez une question et j'essaie de vous répondre objectivement. La Terre est ronde. Elle n'est pas plate. Donc si des gens ont des mauvaises représentations, il y a 5 minutes, on était sur les mauvaises représentations que les gens peuvent avoir de l'aide sociale en France. Vous n'avez pas tort de dire que les gens peuvent aussi avoir une mauvaise représentation de la justice. Quoi que je vous fasse observer que très très souvent, c'est les gens qui viennent taper à la porte du juge pour les aider. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une procédure qui s'appelle l'assistance éducative. Les mots ont un sens. On est dans le chapitre du Code civil de l'assistance éducative. Le rôle du juge, ce n'est pas de retirer leurs enfants aux parents, ça peut arriver, quand il y a des situations qui sont inextricables. Prenez un exemple très très concret, de gens qui sont perturbés sur le plan psychiatrique, ce sont des gens tout à fait sympathiques, mais très régulièrement ils sont hospitalisés, et en tout cas ils sont en grande difficulté pour exercer leurs responsabilités. Il ne faut pas rompre le lien entre eux et leur enfant, mais il faut organiser l'exercice de leurs responsabilités. Donc on va faire accueillir l'enfant par un membre de la famille, on va faire accueillir l'enfant par une tierce personne, on va éventuellement faire accueillir l'enfant par une institution, mais on ne va pas, couper le lien entre les parents et les enfants. Ce n'est pas le rôle du juge pour enfants. Voilà. Alors maintenant, donc c'est une procédure d'assistance éducative, c'est pour ça que là, le juge n'est pas là pour juger les parents, il est là pour les aider. Alors deuxièmement, quand vous parlez de prévention, lorsqu'on en arrive à poser des questions dans le bureau d'un juge, c'est qu'on a raté la prévention. C'est pas la justice qui fait de la prévention, elle fait de la réaction. Alors elle évite de casser plus d'œufs qu'il en a déjà été cassé pour faire l'omelette, donc elle va éviter les catastrophes, mais pour autant, c'est pas sur la justice que les actions de prévention peuvent reposer. Elles doivent reposer sur la société en général, elles doivent reposer sur les médias, elles doivent reposer sur les politiques publiques territoriales. C'est le rôle de la municipalité, c'est le rôle du département, c'est le rôle des services sociaux, c'est le rôle des associations, enfin c'est le rôle de 1001 personnes. Mais la justice, elle arrive dans peu de situations, somme toute. Je vous rappelle qu'il y a quand même 13,5 millions d'enfants, c'est-à-dire de personnes de moins de 18 ans en France, et la justice, elle intervient pour très très peu d'entre eux. Très très peu d'entre eux, voilà. Donc il ne faut pas faire assumer, ou vouloir faire assumer à la justice un rôle qui n'est pas le sien. Il y a effectivement un travail pédagogique à faire, notamment qui passe par le fait de rappeler aux parents quelles sont leurs responsabilités, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Deuxièmement, de rappeler aux enfants quels sont les droits et devoirs des parents. Quand un gamin dit « je sors ce soir », tu dis non,
Tu dois demander l'autorisation à tes parents pour sortir, c'est tout, c'est simple. Les parents ont l'obligation et le droit de contrôler tes allées et venues, pour te protéger, sinon pour t'éduquer. Donc, si tu veux sortir, pourquoi pas, mais tu lèves la main et tu demandes l'autorisation. Et tes parents te demanderont à juste titre où est-ce que tu veux aller, à quelle heure tu veux y aller, à quelle heure tu comptes revenir. S'ils sont d'accord, et si tu tiens ton contrat, ça se passera bien. Et ils peuvent ne pas être d'accord parce qu'ils estiment que aller se balader 11 heures du soir à la Courneuve, quand on a école le matin à 8 heures, c'est pas, ça pose problème. Voilà. Donc, tu prends ça, tu mets ça dans ta poche, tu te laves les dents, tu vas au pieu et tu dors. Et dans le matin, tu te lèves à l'heure. Voilà. Alors, tout ça pour dire que les missions de prévention, elles passent par, j'allais dire, les messages qu'on fait passer, et on les fait passer par mille et une choses, les feuilletons télévisés, j'en passe les meilleurs, les écrits, les paroles, etc., etc. Et puis, ça passe aussi par des actions très, très précises. Par exemple, le législateur, ceux qui font la loi, le Parlement, il faut qu'il clarifie dans la période moderne, qui est en responsabilité à l'égard des enfants. Je prends un exemple très concret. Il y a 2 millions d'enfants qui vivent avec des personnes qui ne sont pas le père ou la mère, qui sont des parents, ce qu'on appelle les beaux-parents. Oui. Bon. Et beaucoup de gamins disent aux beaux-parents, qui tais-toi, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, ferme ta gueule. Enfin, grosso modo, ce que j'ai entendu 1001 fois dans mon cabinet. Il faut dire, et pour l'instant, malheureusement, la loi ne le dit pas d'une manière claire, carrée, comme nous le souhaiterions. Il faut qu'il soit dit aux parents, aux beaux-parents qui sont en droit et en devoir d'exercer des responsabilités de la vie quotidienne. Ce soir, tu manges ta soupe, tu te laves les dents, tu vas au pieu, et demain matin, tu iras à l'école. Maintenant, c'est au père ou à la mère de décider de l'orientation scolaire. Et il faut que le gamin, il le sache. Il sache qu'il n'y a pas de conflit entre son père et son beau-père, entre sa mère et sa belle-mère. C'est de nature, pardon. C'est de nature à rassurer les adultes, qui sont en situation de responsabilité, c'est de nature aussi à rassurer les enfants. Donc pour répondre à votre question, vous voyez, la prévention, c'est une mission qui est très très large. Elle dépend du législateur, elle dépend du discours qu'on fait passer dans l'opinion, elle dépend du soutien qu'on peut apporter à un certain nombre de parents qui sont en difficulté. À un moment donné, il y avait un mouvement québécois qui était importé en France, où des parents en difficulté aident des parents qui pourraient être en difficulté. Quand on regarde bien, coparents, oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et bon, certaines familles vont trouver leur compte grâce à coparents, d'autres ne le trouveront pas, ils trouveront leur compte chez un psy, psychiatre, psychologue, éducateur, etc. etc. Voilà. Donc effectivement, l'action de prévention, elle est très très large, mais en tout cas, elle ne relève pas du tribunal. Lorsqu'on vient au tribunal, lorsque par exemple le juge pour enfant que je suis, pour un gamin qui a commis une agression. Je rentre pas dans les détails puisqu'il faut aller très 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 vite. Et quand le juge vient dire dans une ordonnance de contrôle judiciaire, désormais, tu ne sortiras plus de la maison après 19 heures sans avoir à demander l'autorisation à ton père ou à ta mère sur les heures de sortie, les heures de retour, les personnes que tu vas visiter, etc. Quand le juge des enfants fait ça dans le cadre d'une affaire pénale, c'est-à-dire d'un délit qui est reproché à un enfant, on est très très loin de la prévention. Tout à fait. Les parents auraient dû le faire avant. Oui, tout à fait. Là, et pour qu'il l'ait fait avant, encore fallu qu'ils le sachent. Qu'ils sachent qu'ils étaient en droit. Combien j'ai vu de parents me dire « J'ai le droit de dire ça, monsieur le juge, à mes enfants ?» Oui, madame. Et monsieur, vous avez le droit de le dire, vous avez même l'obligation de le faire. Et si vous ne le faites pas, vous êtes même pénalement répréhensible, là, pour le coup. Pas devant moi, mais devant le tribunal correctionnel. Voilà. Alors effectivement, avant c'était simple, hein. C'était papa, maman, la bonne et moi, unis par le mariage. La femme obéissait à l'homme et les parents obéissaient aux parents. Les enfants obéissaient aux parents. Et puis les parents obéissaient aux grands-parents. Et vous aviez toute la hiérarchie et vous pouvez pousser le bouchon. Les parents obéissaient au préfet et le préfet obéissait à Napoléon. Voilà, c'était de l'ordre hiérarchique qui résultait du code de 1804. Les choses se sont un peu complexifiées à partir d'un raisonnement. Les femmes ont des droits, et pas seulement d'appartenir à leur homme. Les enfants ont des droits, et pas seulement d'appartenir à leurs parents. Donc on est passé du concept de pouvoir au concept de responsabilité. Voilà. Donc il faut que les uns et les autres exercent leurs responsabilités sur l'éducation et la protection des enfants. Les enfants aussi, j'allais dire, peuvent se protéger. Quand on dit à un gamin « touche pas à la casserole, elle est chaude, tu vas te brûler », si le gamin il touche, donc il avait la possibilité de croire ou pas croire ses parents. Mais il faut, à l'inverse, que les parents soient crédibles aux yeux des enfants.
Et puis, un peu plus haut, il faut que les parents se sentent dans le droit et le devoir de faire un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on les y prépare. Et il ne faut pas qu'on les désinvestisse de leurs responsabilités. Et ça rejoint la question précédente. Le rôle des services sociaux, c'est pas de faire la place des parents, mais de mettre les parents en situation de faire leur boulot. Monsieur Rosenveld, tout à l'heure, vous avez parlé de l'assistante éducative. Est-ce qu'un parent peut demander cette assistante éducative? Et si oui, à quel moment il peut le demander? À quel moment comme il n'y a pas deux situations qui se ressemblent, c'est difficile de répondre à votre question. Mais on peut essayer de globaliser. Alors, oui, le père, la mère ou les deux ont le droit de saisir un juge pour enfants en disant il y a une situation difficile, il y a une situation de danger. Par exemple, notre gamine de 13, 14, 15 ans, elle ne rentre pas à la maison le soir, elle fréquente n'importe qui, n'importe comment, elle ne nous obéit plus, enfin j'en passe et des meilleurs. Ça peut être des situations d'une autre nature. Ça peut être aussi un conflit entre le père et la mère qui fait que ça dégénère pour l'enfant. Enfin, il y a toute une série de situations. En tout cas, le père, la mère, séparément ou ensemble, sont en droit de saisir le juge pour enfant. J'ajoute que l'enfant aussi a le droit. En tapant à la porte du juge, en lui téléphonant, en lui envoyant un mail, enfin, j'en sais rien, mais peu importe. Dès qu'un enfant peut s'exprimer, et il est en droit, s'il le faut, de porter plainte contre ses parents si besoin est, ou de saisir un juge pour enfant. Alors maintenant, dans quelle situation? C'est dans une situation, on revient aux mots, parce que c'est les mots qui sont importants, d'assistance éducative, où des parents estiment ne plus être en situation de remplir leurs obligations de protection et d'éducation. Ils sont dépassés par des problèmes de santé, par des problèmes économiques, par des problèmes culturels, par des problèmes conflictuels. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et le juge, à ce moment-là, constatant qu'il y a une situation, parce qu'il ne faut pas se raconter de blagues, quand des gens viennent voir un juge, il y a toujours un problème qui n'est peut-être pas exactement celui qui les exprime, qui ne relève pas nécessairement du juge, mais de toute façon, il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, il ne serait pas là. Donc le juge va essayer de repérer si effectivement tout ça entre dans son créneau. Et son créneau, c'est qu'il y a une situation de danger. Mais deuxièmement, il y a une opposition des parents. Par exemple, si les deux parents viennent taper à la porte du juge et dire « Nous, on souhaiterait que notre gosse aille en internat scolaire ». Ils sont d'accord sur le diagnostic. Le gamin a besoin de quitter le quartier. Ils sont d'accord sur la réponse. Il faut qu'il aille en internat scolaire. C'est pas au juge de l'ordonner. Il faut qu'ils aillent négocier ça avec l'aide sociale à l'enfance. Alors éventuellement, le juge pourra passer un coup de téléphone à l'aide sociale pour leur dire « Est-ce que vous pouvez recevoir en urgence cette famille ?» Là, c'est une articulation de responsabilité. Mais le juge ne doit pas remplacer l'aide sociale. J'ajoute, c'est une des dernières choses qui était votée, notamment en 2007, c'est que le procureur de la République, d'abord, le juge pour enfants ensuite, doivent vérifier que l'aide sociale à l'enfance est intervenue et ne peut pas faire plus. Voilà. S'il y a une situation de danger, si les parents ne sont pas d'accord avec la proposition, et si l'aide sociale à l'enfance dit « moi j'ai fait tout ce que je pouvais, je ne peux pas faire plus », là le juge doit intervenir. Donc vous voyez, ça c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse par rapport à votre question. Et maintenant si je reviens à votre question, oui, des parents peuvent saisir un juge, mais ça doit être très exceptionnel. D'accord. Si je comprends bien, parce qu'il est très important pour moi de comprendre, et les parents aussi ont besoin de comprendre. C'est-à-dire, on contacte d'abord l'aide sociale à l'enfance avant de contacter le juge. Oui. D'accord, ok. Ils sont pas, il faut que vous compreniez une chose, ils ne sont pas en concurrence, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un, le juge, pour des raisons tout à fait variées, n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire. Je prends un exemple très concret que j'ai connu d'ailleurs quand j'étais juge pour enfants, pas nécessairement sur la Courneuve, je pense que c'était à Épinay, si ma mémoire est bonne. Mais une dame qui, j'allais dire, a été je ne sais plus si elle travaillait ou elle ne travaillait pas, en tout cas, elle avait des problèmes de revenus, parce que s'il n'y avait pas de problème de revenus, le problème ne se serait pas posé avec cette acuité. Mais elle vivait, comme ça arrive malheureusement fréquemment, dans sa voiture avec un de ses enfants. D'accord. Bon, la question qui était posée, certains estimaient qu'effectivement, ce n'était pas la place d'un enfant de vivre dans une voiture. C'est la place ni d'un enfant ni d'une personne âgée. La voiture, c'est pas fait pour vivre. Bon, mais enfin, on dit c'est quand même plus facilement supportable par un adulte que par un enfant. Allez, la place d'un enfant n'est pas dans une voiture. Faut-il le retirer à sa mère? Cette femme, elle se comporte au moins mal, elle fait au mieux de ce qu'elle peut faire. D'autres disent, non, ça ne s'impose pas. Le juge, le procureur d'abord et le juge ensuite, ils vont dire au président du conseil départemental qui signale la situation,
Est-ce que vous avez pensé à donner à cette femme une allocation mensuelle, un secours d'urgence qui lui permette de prendre une chambre d'hôtel et de vivre? Est-ce que vous avez pensé à lui trouver un accueil dans un centre parental qui accueille parents et enfants? Est-ce que vous avez songé à mobiliser auprès de l'office d'HLM un appartement? Enfin bref. Bon. Dites-moi que vous avez fait tout ça et que ça n'a pas marché, et moi j'interviendrai. D'accord. Il n'y a rien dans cette situation. Cette femme se comporte correctement avec son enfant. Il y a un lien affectif très important entre elle et lui. Elle fait au mieux. Elle fait au moins mal. Donc, je n'interviendrai que si vous ne pouvez pas, vous, lui apporter le soutien matériel qui lui est nécessaire. Donc, pour répondre à votre question, dans un premier temps, c'est l'aide sociale à l'enfance qui doit intervenir, soit sur le plan matériel, soit sur le plan éducatif. Si l'aide sociale à l'enfance estime que la situation perdure, si l'aide sociale à l'enfance estime que les parents refusent les propositions, par exemple, il y a des relations perverses entre les parents et l'enfant, l'aide sociale à l'enfance dit non, il faut arrêter. Enfin bon, vous vous adorez, mais vous ne pouvez pas vivre ensemble. Oui. Donc je vous propose que l'enfant soit accueilli par une tierce personne ou par un foyer. Et si les parents disent, comme ça arrive souvent, ils disent non, il y a un conflit. Et quand il y a un conflit, c'est la justice. Et troisième critère, c'est que l'aide sociale à l'enfance démontre qu'elle a fait au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Voilà, donc le juge, après le procureur, va vérifier est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a un conflit, est-ce que l'aide sociale à l'enfance touche ses limites, ça justifie qu'il intervienne. Et j'ajoute, il doit intervenir exceptionnellement, parce que ça doit être des exceptions, et s'il intervient, il doit intervenir le moins longtemps possible. On ne vit pas avec un juge pour enfants en permanence chez soi. Enfin, chez soi, c'est une image, bien sûr, mais dans son univers. Les enfants qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, à leur majorité, et qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'on voit beaucoup... Alors, c'est un des vrais problèmes, c'est un des problèmes majeurs auxquels est confrontée l'aide sociale à l'enfance, mais surtout auxquels sont confrontés les enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, c'est l'arrivée de la majorité. Avec ce détail qui est loin d'être négligeable, c'est que depuis une loi qui a été votée en 1974 à l'initiative du président Giscard d'Estaing, la majorité c'est 18 ans. Oui. Et que personne n'ignore, tous les gens qui ont eu des enfants savent que avant 21, 22, 23, 24, parfois c'est 25, 26, là ils jouent les tanguis, mais jusqu'à 22, 23, 24, même s'ils ont désormais le droit de vote, même s'ils ont désormais le droit de partir de chez eux, la plupart des enfants de leurs parents ne sont pas en situation d'être autonomes, c'est-à-dire, et surtout, d'être les acteurs de leur vie, de faire des choix. Bon. Donc effectivement, il faudrait que l'aide sociale, que les enfants qui ont été en difficulté, qui ont eu des parents qui ne les ont pas encadrés comme ils auraient dû, qui les ont parfois maltraités, il faudrait que ceux-ci soient totalement autonomes à 18 ans quand celui qui dispose de parents bien équilibrés, qui dispose de parents disposant de moyens économiques, sociaux, culturels, etc., jusqu'à 22, 25, 27. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'utopie, ce serait, et on se bat pour quelques-uns pour y arriver, de venir dire que l'aide sociale à l'enfance devait s'occuper des jeunes qu'elle a pris en charge, s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, bien évidemment, s'ils souhaitent s'émanciper à 18 ans, mais s'émancipent à 18 ans. Mais s'ils sont en difficulté, ce qui est l'immense majorité des cas, et s'ils souhaitent voir perdurer la mesure, ça devrait pouvoir durer jusqu'à 25, 26 ans. Voilà. Ce qui est à peu près... je vous rappelle que pour les sociologues, la jeunesse, c'est de 15 à 25 ans. Oui. Bon. OK. Alors, une fois qu'on a dit ça c'est l'utopie. Pour l'instant, on n'y est pas. Aujourd'hui, la majorité, c'est 18. Mais la loi permet, des décrets permettent, puis maintenant la loi est venue compléter, à l'aide sociale de continuer entre 18 et 21. Alors, en tout cas, le problème se pose à 21. À 21, l'aide sociale ne peut plus intervenir. Tout à fait. Donc la question, c'est qu'au moins entre 18 et 21, elle ne les laisse pas partir. Donc ce qu'on appelle les départs secs, les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, et qui débouchent sur le fait, c'est loin d'être une plaisanterie et une banalité, 25% des jeunes qui sont clochardisés et qui vivent avec leurs chiens dans des centres commerciaux et sinon les rues, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Exactement. Donc l'aide sociale à l'enfance a réussi dans 75% des cas, mais elle a quand même raté. Elle a réussi dans nombre de cas, mais elle a raté dans nombre aussi, et trop de situations. Donc depuis 4-5 ans, notamment à l'initiative de jeunes qui sont issus de l'aide sociale est en train de se remettre, j'allais dire, en situation, et la loi, bien sûr, l'y invite, de, petit 1, préparer la sortie, c'est-à-dire dans l'année qui précède les 18 ans, il doit y avoir un bilan qui est fait avec le jeune. Ok, tu as 18 ans dans un an,
Tu en es où? Avec tes parents, avec toi, avec nous, qu'est-ce qu'on prépare, etc. Deuxièmement, si jamais tu le souhaites, après tes 18 ans, on peut t'aider. Voilà ce qu'on te propose. Est-ce que tu l'accepteras ou pas? Bon. Donc, un bilan autour des 17 ans. Deuxièmement, si le jeune de 18 ans demande de l'aide, même s'il ne le demande pas, mais qu'apparemment il en a le besoin, le président du conseil départemental a l'obligation désormais, avec la loi qui a été votée en 2022, il a l'obligation de faire une proposition aux jeunes. La limite de la loi, c'est qu'elle ne dit pas à quel niveau la proposition. Est-ce que c'est un ticket de métro ou un ticket de restaurant? Ou est-ce que c'est le financement des études? Alors bon, bien entendu, j'ai caricaturé mon raisonnement, mais il n'y a pas de seuil. Donc, on le sait, dans le passé, l'aide sociale à l'enfance, en Seine-Saint-Denis et ailleurs, a fréquemment financé des études pour des jeunes entre 18 et 21 ans. Sauf que l'aide sociale à l'enfance peut financer des études d'infirmier, ne peut pas financer des études de médecin. Puisque des études de médecin, c'est 25-26 ans, si vous le voulez. Voilà, donc il faut trouver un bon équilibre. Et puis, ajoutons, parce que c'est une réalité, ce sont des mesures qui coûtent cher. La prise en charge de jeunes après 18 ans, parce qu'il y a nécessairement un hébergement. Soit un hébergement dans un foyer, soit un hébergement chez quelqu'un, soit un hébergement dans une structure classique, foyer jeunes travailleurs, etc. Mais il faut bien que quelqu'un paye. Voilà. Donc c'est des mesures qui coûtent très cher dans un moment où l'aide sociale à l'enfance a vu son budget augmenter, mais pas à la hauteur, c'est ce qu'on disait au tout début de notre entretien, à la hauteur de la pression qui pèse sur elle. Voilà. Donc il y a une tension à l'heure actuelle, mais pour répondre définitivement à votre question, c'est un des points sur lesquels le bas blesse à l'heure actuelle. L'aide sociale à l'enfance, dans le passé, espérons que dans l'avenir ce ne sera pas le cas, a laissé trop souvent des jeunes quitter les services sociaux, et y compris des jeunes disant c'est l'acquis, hein. Vous m'avez emmerdé jusqu'à 18 ans, parce que comme les jeunes peuvent le faire, hein, ils n'ont pas vu qu'on leur a apporté un soutien, pour eux on les a emmerdés. Vous m'avez emmerdé jusqu'à 18 ans, maintenant je me barre. Sauf que, une des dispositions au passage qui a été adoptée en 2022, elle est tout à fait passionnante, mais elle est symbolique des situations qu'on a pu rencontrer. Un jeune qui a dit le jour de ses 18 ans à l'aide sociale, allez vous faire voir, je veux plus de vous. Ben, désormais, on lui reconnaît un droit à repentance. C'est-à-dire que si 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, il revient en disant écoutez, je me suis planté, vous aviez raison, mais ok, ça va se dire plus ou moins diplomatiquement, plus ou moins intelligemment. Enfin, en tout cas, c'est évident que s'il revient, c'est qu'il s'est planté, qu'il n'a pas réussi. L'aide sociale à l'enfance a le devoir de le reprendre en charge et de s'occuper de lui. D'accord. Alors, vous voyez, on est encore loin du compte. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que la loi 2022, qui ne pose pas une obligation au département, sinon l'obligation de faire une proposition, ce qui ne va pas très loin, dans les départements, elle est vécue comme l'obligation de s'occuper des enfants. Donc, la loi, dans la représentation que les présidents de conseils départementaux en ont, va plus loin. Elle crée une obligation d'offrir une prestation de qualité quand elle ne faisait que dire vous devez vous en préoccuper. Voilà. Il y a une dynamique vertueuse là qui est en train de se mettre en place. On verra dans quelques années si ça se concrétise et si effectivement il n'y a plus 25% de clochards, entre guillemets, de jeunes clochards qui sont issus de l'aide sociale. On va partir sur la ligne des parents. Monsieur Rosenweg, beaucoup de parents, c'est un constat. Je constate qu'ils perdent qu'ils n'arrivent plus à assumer réellement leur rôle d'autorité parentale. Oui, mais ça c'est un discours qui date d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui est récurrent. Ils perdent. Non, ils n'ont pas perdu leur autorité, ils ne l'ont jamais exercée. Comment peut-on perdre quelque chose qu'on n'a jamais exercé? On arrête. Enfin, faut arrêter. Du style, je suis démuni, j'y suis pour rien, et mon fils qui était adorable est devenu un méchant à cause de la pression des uns et des autres. Non, quand tu fais autorité depuis le premier jour. Quand les enfants, les bébés ont le sentiment que les parents les protègent, eh ben, ils sont moins anxieux. Quand le très jeune enfant a le sentiment que ses parents se préoccupent de lui et suit sa scolarité et le délaisse pas, eh ben, il va à l'école en disant j'ai appris à écrire pour toi papa, pour toi maman. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui à l'école. Quand les gamins rentrent au collège, ils ne le font pas sur ordre avec un coup de pied dans le cul, ils le font parce que ça leur fait plaisir et que ça fait plaisir à leurs parents. Donc je suis fondamentalement choqué par, même si j'entends et je le comprends, que des gens puissent dire on a perdu toute autorité. Oui, ils l'ont plus, ça c'est clair. Mais ils l'ont plus parce qu'ils ne l'ont jamais eu.
Et c'est ça l'enjeu politique majeur. C'est pas de venir mettre en place des cataplasmes, des services sociaux qui vont essayer de rattraper les dégâts, c'est de faire en sorte que les situations ne se cristallisent pas ab initio, c'est-à-dire au tout début, dès le premier jour. Il faut que les deux parents soient dans l'univers des enfants, qu'ils s'en préoccupent, que les enfants, effectivement, vivent comme étant une contrainte l'exercice de l'autorité. Quand tu m'empêches de manger du chocolat, quand tu m'empêches de regarder la télé, quand tu m'empêches, c'est une contrainte. Mais il faut que les gamins, ils vont continuer à râler, bien entendu, c'est le principe de quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un va râler. Ça, c'est le principe, sinon il n'existe pas. Bon, mais il va râler pour la forme. Il sait, s'il s'aperçoit que cette contrainte, elle lui est bénéfique. Qu'est-ce qui fait l'autorité? C'est pas le fait que j'ai du pouvoir sur. Ce qui fait autorité, c'est que celui sur qui j'ai du pouvoir, c'est que mon autorité, elle est juste. Elle n'est pas seulement légitime parce que je suis parent, elle est respectable parce que je suis respectable. Pourquoi mes enfants me respectent? C'est pas parce que je suis le papa qui a mis un petit spermatozoïde, qui ceci, qui cela. C'est parce que dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans la manière dont je me comporte, eh ben, ils ont le sentiment que même quand ça porte atteinte, entre guillemets, à leur liberté de s'amuser quand il faudrait qu'ils travaillent, de bouffer du chocolat quand il ne faudrait pas qu'ils en bouffent autant, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, eh bien, c'est quand ils s'aperçoivent que ces atteintes à leur liberté, c'est en réalité des mesures qui sont des mesures de protection et qui ont été prises dans leur intérêt. Bon, ben, tout ça, il n'y a pas de cours, ça ne s'apprend pas, c'est un comportement au quotidien. Donc voilà, donc il faut qu'on arrête, il faut que les parents arrêtent de culpabiliser, il faut que les parents ils arrêtent aussi d'appeler, j'allais dire, à l'ordre extérieur, à la restauration de l'ordre. Il faut qu'eux-mêmes l'instaurent, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les très jeunes parents, quand ils ont des enfants, en leur disant, voilà, vous devez, comment vous devez vous comporter, vous devez ne pas être abandonnique à l'égard de vos enfants. Plus vous laissez un enfant sans présence, sans que quelqu'un, alors soit il devient autiste, soit il tombe dans la toute-puissance. C'est le gamin de 3 ou 4 ans qui fait chier parents et enfants, parce qu'il sait très bien qu'il obtiendra tout ce qu'il veut comme il le veut. C'est tout. Alors on arrête avec cette... En plus, j'ai oublié cet argument-là, mais on est aussi depuis 20 ans, 30 ans, ça, dans l'argument de l'enfant roi. C'est l'enfant qui doit décider de tout. Alors on arrête. Enfin bon, je disais souvent en plaisantant, c'est une plaisanterie, mais il faut toujours plaisanter. Moi, je veux bien, ça n'existe plus aujourd'hui, mais ça existait à une certaine époque. Il y avait toute une série de feuilletons à la télévision avec ce qu'on appelait des rires en boîte. Donc, des rires commandés, etc., etc. Et les enfants adorent ça, de voir une bonne réplique, et en plus, voir tout le monde rigoler. Et moi, je disais aux 20h, quand je rentrais chez moi à 20h, on arrête avec les rires en boîte, on regarde le journal télévisé. Point barre. Les rires en boîte, oui, un certain temps. Le journal télévisé, savoir ce qui se passe dans le monde, oui, aussi. Et puis, point barre. Ben, j'ai plutôt des enfants qui sont bien équilibrés, quoi. Oui. Ils ont appris les règles du jeu. Alors, le problème, si vous le voulez, c'est pas seulement de faire autorité en disant « je suis le chef, c'est moi qui commande ». Il faut que l'autre en face, il ait le sentiment que cet ordre est respectable. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu quand j'ai fait mon service militaire, pas très loin d'ici. Comme tout le monde, j'avais aucune envie de le faire. Et puis bon, allez, il s'avère que je me retrouve dans... Pourquoi il y a un peloton, je ne sais pas quoi, une marche à pied, et je me retrouve le premier à gauche. Et apparemment, ce que j'ai appris, c'est le premier à gauche qui reçoit les ordres du sergent ou du lieutenant et qui obéit. Ok. Eh ben, personne ne m'a donné d'ordre, etc. Moi, je continuais tout droit. Et j'ai fracassé la colonne sur la place. Alors, ce que je veux dire en plaisantant, c'est qu'un ordre n'est respecté que s'il est respectable, et l'autorité n'est respectée. C'est pas la robe de l'enseignant, c'est pas la robe du médecin qui fait ou la robe du juge qui fait son autorité. Moi, très très souvent, au tribunal pour enfants, au cabinet ou à l'audience pénale, je n'avais pas de robe, mais c'est pas la robe qui institue le personnage. C'est la nature de son propos, les questions qu'il pose, les attitudes qu'il a, les réponses qu'il apporte, etc., etc. Et ben c'est valable pour les parents. Je pense que effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de parents qui sont en difficulté avec leur gosse qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais s'ils sont en grande difficulté à 13 ans, peut-être qu'ils peuvent se demander pourquoi à 8 ou 9 ans, ils le laissaient dans la cour de l'immeuble en train de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est du style, tu remontes. Et vous avez des mères de famille qui sont toutes seules avec 4, 5, 6, 7, 8 gosses et qui font autorité, qui parfois d'ailleurs ne sont jamais à l'école, qui parfois sont, j'allais dire, illettrés,
et qui pour autant suivent au millimètre près les études de leurs gosses, et les gosses leur en sont gré. Oui. Voilà, point barre. À quel moment, M. Rosenweg, on peut retirer l'autorité parentale chez un parent? Alors, d'abord, ce n'est pas une compétence du juge pour enfants. C'est la compétence du tribunal judiciaire et spécialement du juge aux affaires familiales. Alors, il y a plusieurs situations. Il peut y avoir le délaissement, le fait de ne pas s'occuper de son enfant. Par exemple, le fait, pendant plus d'un an, enfin pendant en tout cas au moins un an, de ne pas exercer ses responsabilités parentales, pas seulement leur venir faire un petit coucou comme ça à ses gosses, mais ne pas se comporter dans tous les sens du terme comme parent et d'exercer les responsabilités de la vie quotidienne à l'égard de son enfant. C'est ce qu'on appelle une procédure de délaissement d'autorité parentale. Bon, et l'enfant devient pupille de l'État, il devient adoptable. Et puis il y a d'autres situations, dans lesquelles il faut punir les parents parce qu'ils ont commis des choses qui sont incompatibles avec le fait d'être en charge d'exercer des responsabilités. C'est la question des violences en général, la question des violences sexuelles en particulier. Alors, il peut y avoir au passage des mesures intermédiaires où, sans retirer l'autorité parentale, on commence par la suspendre. Et puis, après, on verra, notamment dans les affaires pénales, si les faits sont arrivés, si une condamnation a été prononcée, le tribunal peut avoir à prononcer le retrait de l'autorité parentale. La grande question du moment, c'est de savoir, est-ce que le retrait de l'autorité parentale doit être systématique ou est-ce qu'il doit être décidé par le tribunal? Alors, la loi qui est en train d'être votée, c'est de dire systématique, virgule, sous le contrôle du juge. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des cas, il faut toujours prévoir les exceptions, toujours prévoir les cas dans lesquels la situation va être un peu plus complexe que ce qu'on a voulu raisonner. Voilà, donc pour répondre à votre question, le retrait d'autorité parentale, ça peut sanctionner le non-exercice de l'autorité parentale, comme ça peut sanctionner le mauvais exercice de l'autorité parentale, notamment les violences physiques ou sexuelles exercées, ou psychologiques exercées à l'encontre de l'enfant. C'est une décision qui peut être prise soit par le juge aux affaires familiales lorsqu'on est en matière civile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, et qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises, ou par la cour départementale d'assises, criminelle, si il y a des violences qui ont été exercées. Merci beaucoup, M. Rosenweg. Nous allons... Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, ok. Nous allons vous laisser dire un mot de fin. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de mot de fin, sinon cool, calme. Il faut tout simplement être soi-même. Et les gamins, ils ne s'y trompent pas. Ils savent très bien qui exerce réellement des responsabilités à leur égard, qui fait autorité à leur égard. Et si des gamins trouvent une brèche, c'est que les adultes ont laissé une brèche. Voilà, donc ils devraient balayer devant leur porte, faire en sorte que les deux parents exercent des responsabilités, aussi bien la mère que le père que la mère, qu'ils soient mariés ou pas mariés. Deuxièmement, exercer une responsabilité, c'est pas obligatoirement, j'allais dire, jouer au chien policier, au policier et, j'allais dire, au chien de contrôle. C'est aussi faire confiance. Bon. Et c'est une manière comme une autre d'exercer la responsabilité. Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est pour moi un élément essentiel. On est respecté à la hauteur où on est respectable. Donc voilà, il faut balayer devant sa porte. Et puis, il se peut maintenant qu'il y ait des situations qui soient délicates, soit parce qu'il y a un gamin qui est en pleine crise d'adolescence, soit un gamin qui s'est laissé embarquer dans telle ou telle aventure avec tel ou tel jeune ou moins jeune du quartier. Il y a aussi des situations psychologiques ou psychiatriques qui peuvent exister. Il y a tout simplement aussi des questions existentielles que peuvent se poser un certain nombre de jeunes, etc. Donc, il peut être nécessaire pour les parents de se faire aider ou soutenir. Ils peuvent faire appel à un psychologue, ils peuvent faire appel à des services éducatifs. Par exemple, les clubs et équipes de prévention qui existent dans les quartiers sont destinés à venir étayer, soutenir les enfants, mais aussi les parents qui sont en difficulté. Et puis, il y a des cas qui sont plus lourds, où il va falloir faire appel, à un service, qui prend en charge directement et personnellement l'enfant, soit en matière médicale. Il y a des cas où il faut hospitaliser en psychiatrie un enfant qui a de grandes difficultés. Et puis, il y a d'autres
instances qui peuvent être mobilisées, comme l'aide sociale à l'enfance ou la justice. On peut les contacter directement? Qui? L'aide sociale à l'enfance. Ah, l'aide sociale à l'enfance, oui. C'est un service qui est au public. Il faut toquer à la porte. Alors, on retombe sur la première question de tout à l'heure. Encore faut-il qu'ils aient la disponibilité pour vous accueillir. Et l'honnêteté veut de dire aujourd'hui que dans nombre d'endroits, pas partout, peut-être que dans 5 minutes, si on va ici à l'aide sociale à l'enfance de la Courneuve, on va nous ouvrir la porte parce qu'il y a strictement... il n'y a pas de file d'attente. Mais il se peut aussi très bien qu'on donne un ticket en disant, écoutez, revenez dans 2 heures, revenez demain, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous recevoir. Bon, voilà, c'est malheureusement la situation des tribunaux et des services sociaux à l'heure actuelle que d'être un petit peu débordés. Donc, premièrement, il faut voir au sein de la famille élargie, est-ce qu'il n'y a pas un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur qui peuvent venir aider et étayer. Ça peut servir un certain temps pour exfiltrer un gosse qui est en difficulté. Il va falloir parfois mobiliser le médecin de quartier ou le psychologue privé qui peuvent aider. Il va falloir parfois aller à l'aide sociale à l'enfance, parfois, on l'a dit tout à l'heure, saisir le juge pour enfants. D'accord. Chers amis d'ici et d'ailleurs, j'espère que vous avez écouté avec grande attention les informations que M. Rosenweg nous a données. Vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Coparenf, la page Facebook Coparenf, et cet entretien, il était en direct sur notre page TikTok. Donc, d'ici quelques jours, je vais vous inviter à aller sur notre chaîne YouTube Coparenf pour regarder en intégralité l'entretien que nous venons d'avoir avec M. Jean-Pierre Rosenweg. Les informations, elles sont d'une grande utilité pour nous parents. Souvent, je vous dis, dans mes cafés parents, dans mes directs, de créer, n'est-ce pas, une complicité parentale avec vos enfants. Je pense que les informations que M. Rosenweg vient de nous donner aussi, ça va beaucoup nous aider à créer cette proximité parentale avec nos enfants. Oui, il faut absolument que nous arrivions à créer cette complicité parentale parce que ça va nous permettre de bénéficier de beaucoup de choses. Le bonheur d'un parent, c'est de voir son enfant bien grandi. C'est de voir son enfant réussir. Et tout ça, ça passe par l'autorité parentale. Ça passe par la complicité parentale. Souvent, vous me demandez, Prisque, mon enfant ne m'écoute pas. Comment je peux faire? Oui, le dialogue. Le dialogue et écouter aussi l'enfant. Je crois que M. Rosenweg nous a donné pas mal d'informations sur ce que c'est que relation parent-enfant. Il nous a aussi donné des informations pour contacter le service social en cas de besoin. Vous me permettez, Prisque, sur un point. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc on peut le dire comme ça. Il faut aussi savoir dire non à ses enfants. Voilà, d'accord. Et pas toujours oui. Alors, à condition que le non soit argumenté et réfléchi, et soit une position claire et carrée. Eh ben, ce dont les enfants ont besoin, c'est des points de repère. Et les points de repère, c'est pas seulement accepter. Parce que quand vous acceptez, ça veut dire que celui qui a proposé porte le poids de la responsabilité. Alors que quand c'est non, c'est l'autre qui est venu dire pourquoi. C'est très important ce que vous venez de dire, M. Rosenweg, parce que je vous dis souvent, dire non à son enfant aussi, c'est un signe d'amour. Dire non à son enfant et lui expliquer pourquoi on dit non, c'est aussi essayer de responsabiliser son enfant, réveiller sa conscience d'enfant. Et nous, parents, nous sommes là pour aider nos enfants à devenir un bon adulte demain, un très bon citoyen. Et c'est ce que je nous souhaite. Sur cette dernière phrase, je vous dis infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous regarder sur notre page Facebook et j'espère que vous serez nombreux à regarder cet entretien sur notre page YouTube. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires en bas de la vidéo, des questions peut-être que je n'ai pas pu poser à M. Rosenweg. On vous y répondra. Voilà. Et puis,
Pour information, c'est M. Rosenweg qui a donné sa bénédiction pour la création de l'association Coparenf. Donc c'est grâce à lui que la bénédiction, Coparenf. c'était pas... Monsieur, la bénédiction, c'est vous qui m'aviez encouragé, soutenir, accompagner. Et comme je ne suis pas encore curé, je suis bénédiction. Voilà, donc permettez-moi de lui redire encore toute ma reconnaissance parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin. Merci beaucoup, M. Rosenberg. Merci à vous. Continuez. Merci. Au revoir.